Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle séquence de Territoires en transition, cette fois-ci consacrée au bâtiment. Comment le secteur de la construction peut-il intégrer l'économie circulaire et l'économie sociale et solidaire? Quelles sont les expériences et les initiatives menées dans ce domaine? Nous allons écouter plusieurs témoignages qui vont nous éclairer sur ces points. Alors pour commencer, je suis avec Sylvia Devescovi. Bonjour Sylvia. Bonjour. Vous êtes chef de projet Cycleterre à la mairie de Sevran. Alors avant de vous donner la parole, on a un reportage que nous allons visionner qui explique ce projet Cycleterre et on en parle tout de suite après. On visionne ça. Nous sommes sur le territoire de Sevran, dans la fabrique Cycleterre. Nous sommes encore en mise au point sur ce bâtiment. Il sera en pleine activité d'ici fin novembre, début décembre. L'activité de Cycleterre, c'est de récupérer les terres d'excavation des chantiers parisiens et de les transformer en matériaux de terre crue. On a effectivement 3 produits qui existent aujourd'hui, qui sont les blocs de terre comprimés avec tout simplement on vient compresser de la terre. Ça c'est un premier processus et puis les autres c'est tout simplement du mélange de terre et de sable qui vont faire les mortiers et les enduits dans lesquels on va rajouter de la paille également. Et on est en cours de développement d'un panneau de terre extrudée qui pourra se mettre en lieu et place de plaques de plâtre. Les terres excavées aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne sait pas quoi en faire. Il y a 2 types de terres. Il y a les terres polluées, donc là il y a tout un système de dépollution des terres qui existe, et puis il y a les terres inertes qui sont très souvent enfouies. Le projet Cycleterre en lui-même est parti de cette base de se dire que le Grand Paris allait émettre énormément de déchets de terre d'excavation. Donc si on peut contribuer au réemploi de cette terre, bien sûr qu'on y contribuera. L'essentiel pour Cycleterre, c'est que ces terres doivent être dans un rayon de 30 à 50 km pour éviter de créer des matériaux, je dirais, bas carbone et de les polluer avec des rotations de camions trop importantes. Cycleterre est né d'un projet européen. On a eu différents partenaires. Sevran s'est porté porteur du projet européen pour le projet Cycleterre. Ils sont d'ailleurs associés à la SCIC. Et ils nous aident entre autres à développer les projets de formation. Et nous, notre retour, c'est de s'inscrire dans cette économie sociale et locale. Cycleterre a des véritables valeurs sociales, ne serait-ce que par le recrutement de ses salariés qui se font sur des profils issus de l'insertion sociale. Cycleterre a aussi cette volonté de vouloir développer la formation, former des maçons. Les maçons aujourd'hui ne sont pas formés à la pose de la terre crue. Également peut-être s'inscrire dans les CFA, mais c'est également former les architectes qui vont concevoir nos bâtiments. Les autres interlocuteurs qu'on peut avoir d'ailleurs sont les différentes collectivités, les communes qui peuvent construire des nouveaux bâtiments, des salles de spectacle, rénover leur parc immobilier. Et on a également les gros constructeurs immobiliers, les promoteurs. La volonté qu'ont tous ces acteurs que je viens de citer, c'est de devenir le moins carboné possible, donc travailler en local, de plus en plus, également avoir cette volonté de travailler en éco-responsable, c'est également une des choses qui est fortement demandée. Les matériaux Cycleterre peuvent être réemployés à terme, c'est-à-dire que lorsqu'on va déconstruire le bâtiment, on pourrait récupérer nos BTC et les réinjecter dans notre outil de fabrication pour recréer des matériaux. Le cycle parfait qui se ferme. En ce moment, on travaille sur 3 projets, plus ou moins à un degré d'avancement différent. On a le Colisée à Paris, dans le 19e arrondissement. On a également un hôpital de jour à Meulan, sur lequel on travaille. Et on a également une salle de spectacle sur Tremblay en France.
L'objectif de la fabrique de Sevran, c'est de ne pas être une énorme industrie. On s'industrialise tout en gardant une taille humaine et avec le respect du matériau et le respect des hommes. L'objectif est plutôt d'aller s'implanter sur différentes communes autour de l'Île-de-France, peut-être plus loin en France, donc de se dupliquer. Il y a largement du travail avec ce matériau et les constructions parisiennes pour pouvoir dupliquer cette fabrique. Le calcul indique qu'on pourrait ouvrir jusqu'à 35 fabriques en Île-de-France. Il y aura du travail pour tout le monde. Alors recycler des terres excavées, en faire des matériaux de construction, c'est vraiment intéressant comme démarche, c'est un cercle vertueux, cycle parfait. Expliquez-nous alors ce que ça représente pour la mairie de Sevran de se lancer dans un projet comme ça. Ben, effectivement, c'est un cycle très vertueux et très intéressant du point de vue local et du point de vue d'un territoire comme celui de la ville de Sevran. L'idée qui est derrière Cycleterre et qui a été bien expliquée dans le reportage, c'est d'aller chercher de la ressource qui aujourd'hui, en réalité, est considérée comme un déchet. Donc, on va chercher de la terre de déblai, des terres excavées, qui sont excavées localement. Et puis, on prend ces terres, on les transforme localement grâce à de la main-d'œuvre locale et on en fait des matériaux pour la construction qui seront à leur tour utilisés localement. Donc, on est à la fois dans un processus d'économie circulaire, parce qu'on recycle, on réutilise un déchet, et en même temps, on est aussi dans une boucle courte avec une forte création de valeur locale, donc c'est intéressant de tout point de vue. Et ce qui est vraiment important, je pense, au vu des caractéristiques du territoire dans lequel nous sommes, la métropole du Grand Paris, c'est qu'il y a une densité telle qui permet d'avoir un projet qui est comme ça, qui résonne à l'échelle de l'économie circulaire et des boucles courtes, et en même temps avoir un projet qui a des volumes suffisants pour permettre un changement d'échelle par rapport à la construction en terre traditionnelle, où il y a un très haut niveau de qualité, de professionnalisme, mais en même temps qui est, entre guillemets, relégué à l'échelle artisanale. Ça a tout son intérêt, et il faut absolument préserver ce modèle qui est vraiment très vertueux. Mais le pari de Cycleterre était de sortir de ce domaine de l'exceptionnel et de l'artisanal pour proposer des matériaux qui sont prêts à être utilisés dans toute construction dans le secteur urbain, dans l'architecture urbaine contemporaine. Et alors comment on fait pour arriver à monter ce type de projet, donc industrialiser un peu une pratique qui est jusqu'à maintenant plutôt artisanale, comme vous le disiez? Quels sont les facteurs de réussite dans un tel projet? Je ne sais pas si j'arriverai à généraliser, en tout cas c'est sûr que dans le cas de Cycleterre, de notre projet, ce qui était vraiment un déclencheur très important était le financement européen, qui a été complété par la suite par un financement de la région. Mais dans cette initiative UIA, qui est portée par les fonds FEDER européens, l'Europe prend le risque de l'innovation. Donc ils vont tester des opérations innovantes, mais le risque il est très largement porté par la Commission européenne, on va dire. Alors c'est sûr qu'au niveau des partenaires, on est 13 porteurs de projets dans Cycleterre. Et dans ces 13 partenaires, tout le monde a fait un effort, tout le monde est un peu sorti de sa zone de confort et tout le monde a pris un risque aussi en termes financiers. Et à ce titre, j'ai envie de citer un des partenaires en particulier, outre bien sûr la ville de Sevran, qui est mon employeur, mais Quartus, qui est un promoteur immobilier, qui a décidé de porter l'investissement de la fabrique. Le bâtiment que vous avez vu dans le reportage, il a été construit par Quartus, qui est vraiment sorti de sa zone de confort parce qu'il a construit un équipement industriel, ce qui n'est pas du tout dans ses habitudes, et ensuite il a construit un équipement qu'il va contribuer à gérer par la suite. Parce que Teddy Dussaucé, dans l'interview, a parlé de la société Cycleterre, la SIC, qui a été créée en 2020, et dont il a été le premier salarié. Et en fait, Quartus, la ville de Sevran et 7 autres partenaires se retrouvent au sein de cette société pour exploiter le site de production. Donc ça a été quelque chose qui témoigne, je pense, de l'engouement qu'on a pris à travailler sur ce projet. On a tellement aimé, on s'est tellement pris au jeu qu'au final, plutôt que de déléguer la gestion de l'équipement à une tierce partie, on a souhaité rester sur site et à plusieurs s'impliquer pour porter le fonctionnement du projet. Et j'imagine qu'à l'inverse, que des acteurs publics ou privés s'impliquent, ça donne une impulsion, une dynamique à cette filière qui est nouvelle? Oui, je pense que c'est très important et c'est quelque chose qui a émergé au cours du projet et qui, à mon avis, sur lequel l'Europe a une vision intéressante. La collectivité dans ce projet n'était pas le financeur principal. Le montant financier engagé par la ville de Sevran est beaucoup plus faible que celui de plein d'autres partenaires privés, associatifs, etc. En revanche, le rôle de Sevran était d'être l'animateur d'un écosystème, d'une dynamique locale
et pas que local, parce qu'il y a des partenaires qui viennent d'autres régions françaises et d'autres coins d'Île-de-France. Mais en tout cas, la commune a toute sa place, les territoires plutôt, ont toute leur place dans l'animation d'un écosystème. Et je pense que c'est ça aussi qui a donné envie aux partenaires de rester, le fait de voir qu'il y avait un portage politique très fort localement. D'accord. Alors, ces matériaux de construction, moi j'aimerais bien savoir, ils sont quoi? Ils sont homologués, ils sont garantis, c'est des matériaux d'intérieur? Comment ça se passe au niveau de l'homologation ou une garantie, puisque c'est des matériaux nouveaux? Alors, je n'utiliserai pas forcément le terme d'homologation, même si nous avons entrepris des démarches pour certifier les matériaux. Il y a un organisme qui s'appelle le Centre scientifique et technique du bâtiment, qui est très connu des acteurs de la construction. Et nous avons déposé des dossiers auprès de cet organisme pour, entre guillemets, valider nos matériaux et valider l'usage de nos matériaux dans le cadre de certains systèmes constructifs, comme par exemple une cloison intérieure. Ce pourquoi je n'aime pas tellement le mot d'homologation, c'est parce qu'il fait référence, je pense, à des matériaux qui sont très standardisés, qui sont totalement artificiels et qui n'ont quasiment aucune variabilité. Quand on travaille avec des matériaux naturels, comme la terre crue, mais comme des matériaux biosourcés également, je pense qu'il faut accepter qu'il y a une part de non homologable. Il y a une part de variété, il y a une part de variabilité, il y a une part d'inconnu qui fait appel à l'intelligence des concepteurs, mais aussi des personnes qui mettent en œuvre le matériau sur les chantiers. Et ça me semble très important parce que si on vise l'homologation totale, décidément ce mot est difficile à prononcer. Ce mot, on ne l'aime pas pour diverses raisons. Si c'est cela qu'on vise, on va exiger des matériaux naturels des choses qu'ils ne peuvent pas nous apporter. Alors que ce sont des matériaux, là je vous parle de la terre parce que c'est celui que je connais le mieux, qui sont tout à fait sûrs, qui jouent tout à fait très bien leur rôle dans le bâtiment de plein de points de vue, et on peut le prouver, et c'est ce qu'on a fait dans cette démarche d'ATEX auprès du CSTB. Malgré cela, je pense qu'il faut garder à l'esprit que ça reste des matériaux naturels et que pour les mettre en œuvre correctement, il faut de l'intelligence humaine, de l'intelligence des architectes, des bureaux d'études, des maçons qui mettent en œuvre le matériau derrière. Donc une façon un peu différente de voir ces matériaux, ces nouveaux matériaux de construction. Quelles sont vos perspectives de développement, Cycleterre? Qu'est-ce que ça va donner? Jusqu'où on peut aller? Je dirais qu'il y a 3 axes principaux de développement qui ont été d'ailleurs évoqués par Teddy Dussaucé. Le tout premier, qui concerne vraiment Cycleterre, c'est la diversification des matériaux qui sont produits. Aujourd'hui, on produit des blocs de terre comprimés, des mortiers et des enduits. Bientôt, en 2022, on va produire aussi des panneaux de terre extrudés. Mais même une fois qu'on aura cela, on n'aura pas épuisé la panoplie possible de matériaux terre et des mélanges terre-fibre, parce que la terre est souvent très intéressante en lien avec les fibres végétales. Et donc, globalement, à l'échelle de Cycleterre, mais plus largement à l'échelle de la filière, il y a besoin de continuer la recherche sur les matériaux pour permettre à de plus en plus de techniques en terre de trouver leur place dans la construction urbaine contemporaine. Et donc, on a besoin de continuer les études, de déposer des demandes de certification pour que les bâtiments puissent assurer de façon très simple et quasi automatique. Donc ça, c'est le premier axe de développement. Un deuxième axe qui est vraiment principal et primordial, c'est la formation. Aujourd'hui, il y a très peu de concepteurs ou d'entreprises qui sont compétentes en Île-de-France. Dans d'autres régions françaises où il y a un patrimoine inter qui était mieux conservé, il y a plus de professionnels. En Île-de-France, il y en a très peu. Donc on a à faire un effort important pour que tout le monde monte en compétence. C'est vraiment essentiel parce qu'à partir du moment où on utilise un matériau, il faut bien l'utiliser pour que derrière, on construise des bâtiments qui sont pérennes et dont l'apparence reste inchangée dans le temps. Ceci dit, il faut savoir que c'est un investissement collectif. La ville de Sevran et Paris-Terre d'Envol sont très impliqués dans cette question de la formation, mais on a besoin vraiment d'énergie au niveau de toute l'Île-de-France, de toute la métropole, parce que c'est une question qui dépasse largement les frontières communales, on va dire. Qu'est-ce qui permettrait justement de lever ces freins sur la formation, sur d'autres choses qui pourraient vous empêcher de vous développer et de développer ce projet ? La chance qu'on a, c'est que ce sont des matériaux et des techniques qui attirent très fortement les personnes à la recherche d'emploi, en fait. Vous savez peut-être que dans le bâtiment, aujourd'hui, on a du mal à recruter. Alors que les matériaux naturels ont vraiment ce potentiel pour attirer vers le BTP de plus en plus de public. Et on reçoit énormément de sollicitations de personnes qui ont aussi des hauts niveaux de compétences et de qualifications,
qui souhaitent se reconvertir dans la mise en œuvre. Donc, encore il y a quelques jours, je discutais avec un étudiant qui souhaite devenir maçon. Et ce n'est pas parce que ce qu'il fait ne l'intéresse pas, c'est qu'il s'est rendu compte que la mise en œuvre participe aussi de l'étude. Donc ça, c'est une chance qu'on a. Et puis, globalement, il faut un effort, je pense, des pouvoirs publics pour donner des possibilités de financer des actions de formation et des parcours de formation, notamment pour des demandeurs d'emploi, mais aussi pour des entreprises. Et le troisième axe de développement qui a été aussi évoqué dans la vidéo, c'est la question de la duplication possible de Cycleterre. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on imagine, Cycleterre plutôt a soulevé un peu ce pari de changer d'échelle, de sortir du domaine purement artisanal pour élargir la panoplie des clients possibles qui utilisent la terre crue. Donc, quelque part, pour démocratiser l'utilisation de la terre crue. Mais si Cycleterre réussit, et quand même les signaux sont assez favorables, on a énormément de sollicitations, dans quelques années, on aura besoin d'autres producteurs. Cycleterre ne pourra pas rester tout seul sur le territoire de la métropole. Et donc, nous avons développé d'ores et déjà des outils à mettre à disposition des futurs porteurs de projets, des territoires, de la métropole du Grand Paris elle-même, d'autres acteurs publics et privés. Donc nous-mêmes, on peut mettre à disposition un certain nombre d'outils. Éventuellement, on peut accompagner, mais peut-être que d'autres acteurs économiques souhaiteront le faire. Mais dans tous les cas, c'est important, et je pense que c'est important pour tous les maîtres d'ouvrage qui auront besoin d'être rassurés sur la disponibilité des matériaux. Vous devenez en quelque sorte un modèle ou des pionniers dans ce domaine-là. C'est ce qu'on propose, mais bien sûr d'autres vont relever le défi et faire peut-être des choses différemment. Donc on ne prétend pas non plus obliger tout le monde à refaire exactement la même chose. Mais en tout cas, on donne les pistes et on se force le plus possible de mettre à disposition la connaissance produite. Elle a été financée très largement par des fonds publics. Donc on s'est engagé à mettre à disposition cette connaissance de façon gratuite et ouverte pour que le plus d'acteurs possible puissent s'en emparer. Merci beaucoup, merci Sylvia pour ces explications sur un projet qui est passionnant et qui a beaucoup d'avenir devant lui. Merci beaucoup. Merci à vous. On va passer à une autre expérience, un autre retour d'expérience avec Lucas Colombi, que j'accueille tout de suite. Lucas, bienvenue, bonjour. Je vous laisse vous installer. Vous êtes responsable innovation à Seine-Saint-Denis Habitat. Et vous menez un projet dans le domaine de la construction, évidemment. Il s'agit de récupérer des déchets lors de démolition de bâtiments. Ça se passe à Romainville, sur le territoire d'Est Ensemble. Expliquez-nous exactement comment ça fonctionne et ce que ça permet. Alors d'abord, la genèse un petit peu de ce projet. Donc Seine-Saint-Denis Habitat, un bailleur départemental de la Seine-Saint-Denis. On est présent dans 30 des 40 communes de la Seine-Saint-Denis. On est un bailleur très impliqué dans la politique de rénovation durable de ce département et notamment dans le cadre des programmes suivis par l'Agence nationale de rénovation urbaine. On a 17 quartiers inscrits dans la politique de rénovation urbaine à l'échelle départementale. On a plus d'1 milliard d'euros d'investissements qui sont prévus sur la période 2020-2030 sur notre patrimoine, qui engage plus de 1400 démolitions, plus de 12 000 réhabilitations lourdes d'appartements appartenant à Seine-Saint-Denis Habitat, de logements sociaux. Et c'est ce volume d'investissement vraiment qui nous a questionné sur l'impact carbone de nos opérations. Je le disais, on a une stratégie de développement qui encourage le développement durable et donc c'est de ce questionnement et de ce volume de déchets à traiter dans le cadre de ces opérations qu'on a souhaité développer une politique interne en faveur de l'économie circulaire. La genèse, c'est un engagement de longue date sur ces sujets. Depuis 2015, on avait expérimenté le réemploi de béton dans des programmes de renouvellement urbain, d'abord sur le territoire de Plaine Commune, accompagné par l'association Bellastock, dans un projet qui s'appelait la Fabrique du Clos. Et aujourd'hui, à Romainville, on a passé un cap, c'est-à-dire qu'on ne se questionne plus uniquement sur le béton, mais bien sur le devenir de tous les matériaux qui quittent une opération de démolition qu'on appelle déconstruction sélective maintenant. Et donc c'est en ça qu'on a lancé et qu'on est en cours sur une démolition qu'on appelle zéro déchet et qui se passe donc dans le quartier de Yuri Gagarin à Romainville grâce à l'accompagnement du territoire d'Est Ensemble, de la ville de Romainville et puis d'un bureau d'études qui est NeoEco qui nous accompagne dans cette opération. Et donc pourquoi on l'appelle zéro déchet? Puisque le but c'est bien de s'appuyer sur
D'abord un diagnostic qu'on dit ressources, qu'on a élaboré au démarrage de cette opération. Et ce diagnostic avait pour objet de quantifier l'ensemble des matériaux qui allaient quitter ce site, mais surtout de les qualifier. Et de les qualifier, c'est-à-dire de nous donner le potentiel de réemploi de certains éléments. Et pour ceux qui n'avaient pas de potentiel de réemploi, des potentiels de recyclage de ces éléments, pour que tout déchet qui quitte cette opération soit pensé comme une ressource et puisse avoir une seconde vie dans d'autres opérations, pour Seine-Saint-Denis Habitat ou pour d'autres, ou à minima s'engager dans une filière de valorisation en recyclage et qu'il n'y ait aucun déchet qui parte donc en enfouissement et qui soit réellement du déchet produit à partir de cette opération de démolition. De la déconstruction sélective, hein, c'est bien ça, on parle plus de démolition. On parle plus de Alors, démolition. Si on veut être concret, quels sont les matériaux que vous récupérez? Est-ce qu'il y en a, vous avez parlé, de certains qui ne peuvent pas être réemployés, réutilisés? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est quoi comme matériaux? Plusieurs formes de valorisation qui se combinent. La première, c'est des besoins internes du bailleur social de Seine-Saint-Denis Habitat. Donc notre agence locale va récupérer des portes, des batteries de boîtes aux lettres, de la signalétique, des éléments de distribution, soit des espaces communs, soit à l'intérieur des appartements, et va s'en servir pour le réemployer dans le patrimoine de Seine-Saint-Denis Habitat de la ville de Romainville ou des alentours. Très immédiat. Donc un réemploi en propre sur des besoins très concrets de renouvellement de composants dans le patrimoine social. La deuxième forme de sortie, c'est d'autres maîtres d'ouvrage qui peuvent avoir des besoins. Donc on va céder des éléments à des promoteurs qui vont construire dans le quartier. On a cédé des éléments à la ville de Paris qui a aménagé le pavillon des canaux et qui est en train d'aménager le pavillon des canaux à Paris. On a cédé des éléments à d'autres bailleurs qui ont des opérations d'investissement sur leur patrimoine. Donc on peut avoir d'autres maîtres d'ouvrage qui sont intéressés par nos matériaux et à qui on va céder ces éléments. Et ça s'adapte facilement? Des matériaux qu'on récupère comme ça d'un chantier, ça peut s'adapter sur un autre local, sur d'autres bâtiments? Alors il y a énormément de matériaux qui ont une forme standard, qui effectivement s'adaptent sur quasi l'intégralité des sites. Il y en a certains qui peuvent passer par une forme de reconditionnement, qui peut se faire sur le chantier ou qui peut être fait par un organisme tiers. Mais assez généralement, à partir du moment où le diagnostic a identifié une forme de valorisation possible en réemploi, ça veut dire que l'adaptation sur un autre site est facile, est possible. Donc effectivement, ça peut être du réemploi pur, où l'élément est pris d'un site et va sur un autre site. Ça peut être ce qu'on appelle de la réutilisation, c'est-à-dire que l'élément est un petit peu transformé. L'exemple à Romainville, c'est des garde-corps qui vont être transformés en clôture d'un futur parc résidentiel. C'est du béton qui va être découpé en pavé, qui va servir à l'aménagement de l'espace public dans le quartier du Uri-Gagarine, donc avec le territoire d'Est Ensemble. Et pour tout ce qui ne trouve pas d'exutoire, comme ça en réemploi, en réutilisation, il y a quasi exclusivement des filières de recyclage qui existent. Et donc c'est bien de flécher le tri à la source en pied de chantier pour permettre le recyclage de ces éléments. Ce qui veut dire, pour répondre à votre question, que les seuls éléments qui ne sont pas réemployés ou recyclés, ce sont les éléments pollués ou amiantés, sur lesquels on n'a pas encore de forme de valorisation qui est possible, de par leur statut pollué et amianté. Mais pour le reste, quasi 100% des éléments trouvent une forme de valorisation en réemploi ou en recyclage. D'accord. Et alors là, vous l'avez fait donc à Romainville, sur ce chantier en particulier, mais ça peut être reproduit sur d'autres chantiers, j'imagine? C'est l'ambition. C'est l'ambition parce que, je le disais, on a un gros volume d'opérations, donc c'est important que nous, on soit en capacité de le renouveler sur l'ensemble de nos chantiers. Donc c'est le cas. On s'est doté depuis le début de l'année d'un marché cadre d'AMO économie circulaire. Donc c'est un groupement, Artelia et Reavi, qui nous accompagne sur toutes nos opérations pour engager d'abord la production d'un diagnostic que j'ai appelé ressources, qui va s'appeler PMD qui s'appelle désormais PMD dans la loi et qui va être obligatoire l'année prochaine. On va l'engager sur toutes nos opérations de démolition et de réhabilitation lourdes pour qu'on ait cette démarche de réemploi sur chacune de ces opérations. Donc Seine-Saint-Denis Habitat va le répliquer sur toutes ces opérations, mais tous les maîtres d'ouvrage peuvent le mettre en œuvre, puisque évidemment ces démarches trouvent leur source sur chaque maître d'ouvrage qui intervient dans des programmes de démolition ou de réhabilitation lourde. Et est-ce qu'il y a des leviers particuliers pour que cette démarche elle se développe plus facilement? Je pense d'abord un volontarisme de la maîtrise d'ouvrage, c'est important. La maîtrise d'ouvrage, elle fixe les objectifs. Donc le volontarisme il est important et c'est du temps passé sur ces opérations, du temps pour produire des études qui n'existaient pas, pour trouver des repreneurs à nos éléments de réemploi. Donc voilà, le volontarisme de la maîtrise d'ouvrage, le temps passé, et puis des nouvelles compétences dans nos équipes de maîtrise d'œuvre, puisqu'on va leur demander
d'avoir une approche ressources des matériaux qui quittent une opération, éventuellement des marchés d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui n'existaient pas, des documents qui n'existaient pas dans les opérations. Donc, et puis, peut-être le dernier levier, c'est une acculturation de la chaîne d'acteurs, je le disais, du maître d'ouvrage, maître d'œuvre et des entreprises, pour qu'on engage réellement des démarches de valorisation sur toutes les opérations. Et alors, est-ce que vous avez une idée de l'impact en termes économiques, évidemment, puisqu'il y a cette idée que ça soit rentable, et aussi en termes environnementaux? Est-ce qu'on a un retour de ce que ça fait gagner? On cherche sur ces opérations 3 formes d'impact. La première, c'est évidemment l'impact économique, vous avez raison. L'objectif, c'est de valoriser les matériaux qui quittent une opération de déconstruction, et donc valoriser, ça veut dire les vendre. Jusqu'à présent, on est sur une vente à prix coûtant, c'est-à-dire qu'on cède les matériaux au prix de leur déconstruction sélective. Et donc, on a un prix de vente qui équilibre les éventuels surcoûts liés au réemploi pour le maître d'ouvrage vendeur, qui est Seine-Saint-Denis Habitat. On a aussi certaines formes de valorisation qui restent conditionnées à l'obtention de subventions spécifiques qui permet l'expérimentation, puisqu'on est dans une logique expérimentale, et donc dans des premières opérations qui parfois peuvent générer des surcoûts. Mais l'enjeu demain, c'est bien de vendre des éléments qui ont une vraie valeur, et notamment en seconde vie, et donc de diminuer et de faire baisser le coût des opérations de démolition. Donc premier impact économique. Deuxième impact environnemental, évidemment, je le disais, on vise le développement durable du territoire de la Seine-Saint-Denis par nos investissements. Et donc ça passe par une diminution du bilan carbone de nos opérations de démolition, c'est important. Si je peux donner quelques chiffres, le bilan carbone complet de cette démolition zéro déchet à Gagarine est en cours d'analyse, mais les démarches de réemploi qu'on a engagées aujourd'hui, donc les matériaux qui ont été cédés avant le lancement du chantier qui va démarrer début 2022, ont permis d'économiser 78 000 kg de CO2. Ça parle à personne? Non. 78 000 kg de CO2, c'est 78 allers-retours Paris-New York en avion, qui ont pu être évités par justement la récupération de certaines portes, boîtes aux lettres, etc., équipements intérieurs des immeubles par notre agence, ou la cession de ces équipements à d'autres maîtres d'ouvrage en vue d'un réemploi. Donc c'est des résultats très très concrets, et c'est une première étape puisque viendront s'ajouter l'ensemble des filières de recyclage qui vont être organisées sur cette opération, et puis les autres formes de valorisation qu'on va pouvoir trouver au moment du chantier. Donc déjà des impacts très concrets alors que le chantier n'a pas encore démarré. Et le troisième impact qu'on recherche, en plus de l'impact économique et environnemental, c'est l'impact social. C'est qu'en engageant des filières de réemploi de matériaux locales, on vise à développer cet emploi local, justement, puisque le réemploi, on en a parlé tout à l'heure, peut vouloir dire reconditionnement de certains matériaux avant leur réutilisation sur un autre site. Et ce reconditionnement, il est fait en local par des entreprises qui souvent relèvent de l'économie sociale et solidaire, et donc c'est des emplois locaux qui sont créés par ces démarches de réemploi. Donc vraiment 3 impacts qui sont recherchés et sur lesquels on a des résultats positifs aujourd'hui, c'est l'économique, l'environnemental et le social. Est-ce qu'il y a des nouvelles filières qui peuvent être créées justement par ce recyclage, ce besoin de réemployer ces matériaux? Oui, il y a une filière très concrète qui est le reconditionnement, justement. Le réemploi peut vouloir dire, par exemple, repasser une couche de peinture sur une porte pour pouvoir la remettre sur le bâtiment d'à côté, puisque la porte en elle-même est de grande qualité, elle a vécu, et pour avoir une seconde main et avoir une seconde vie avec la même qualité et que le matériau ait conservé cette qualité, ça peut vouloir dire des fois un petit reconditionnement comme une couche de peinture, retravailler les gonds, des choses comme ça. Je prends un exemple simple, mais c'est pour l'illustrer. Et ce reconditionnement, qui est des actes de manutention assez simples, il est fait en local par, voilà, encore une fois, des entreprises relevant de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est un nouveau métier, en tout cas une nouvelle activité qui se structure à travers les filières de réemploi, qui est le reconditionnement ou la préparation des éléments en vue de leur réemploi. Et encore une fois, c'est fait à l'échelle ultra locale. Alors vous disiez, chantier 2022, c'est en train de se faire, mais entre nous, qu'est-ce qui fait que ça marche, qu'on arrive à lancer un projet qui est aussi novateur? Je citais tout à l'heure l'engagement, l'engagement d'une maîtrise d'ouvrage, l'engagement d'une maîtrise d'œuvre, d'un AMO réemploi. Donc pour ne pas tous les citer, Néo Eco, le cabinet Silver qui nous ont accompagnés cette opération, l'engagement d'un territoire, Est Ensemble, qui est très investi dans cette politique d'économie circulaire, de la ville de Romainville. Donc c'est un vrai volontarisme encore des acteurs pour développer et institutionnaliser ces démarches.
On est encore dans un stade expérimental. Il faut qu'on dépasse le stade expérimental pour rentrer dans une forme de réplicabilité. Et c'est grâce à l'engagement de ces personnes qui ont été pionnières sur le sujet qu'aujourd'hui, on passe le stade de l'expérimentation vers la réplicabilité. Donc ça, c'est très important. Un soutien politique, c'est éminemment important. Donc c'est vrai sur le territoire d'Est Ensemble, c'est pour ça que cette opération a pu trouver sa place ici. C'est vrai sur le territoire voisin de Plaine Commune, sur lequel on expérimente aussi plusieurs choses. Le soutien politique, c'est important pour deux raisons. La première, c'est entraîner toute la chaîne d'acteurs, entraîner les autres maîtres d'ouvrage d'un projet urbain. À Gagarine, si des promoteurs du quartier récupèrent des éléments de Seine-Saint-Denis Habitat, c'est parce qu'on a eu un vrai engagement politique pour les amener à venir sur ces questions-là. C'est vrai parce qu'ils peuvent traduire cet engagement politique dans des cahiers de recommandations, dans des fiches de l'eau, et donc imposer ces démarches de réemploi dans les projets urbains. Et c'est aussi vrai parce que le réemploi induit de la logistique. Il faut savoir stocker, éventuellement transformer ces matériaux. Et qui dit logistique dit place. Et donc, il faut trouver de la place sur le territoire pour pouvoir réaliser ces nouvelles activités. Et ça passe par un vrai soutien politique, qui est le cas sur ce projet-là et qui permet d'atteindre le niveau de résultat qu'on a pu présenter aujourd'hui. Et alors, quand est-ce que vous pensez que vous passez au-delà de l'expérimentation ? On y est déjà. C'est une opération qui rentre en chantier en 2022, mais sur laquelle on travaille depuis 3-4 ans désormais. On est rentré dans une forme de réplicabilité. Je disais, en début 2021, on s'était doté d'un AMO économie circulaire. On a aujourd'hui une dizaine d'opérations qui ont engagé des réflexions en vue du réemploi de ces éléments, donc ils sont au stade d'étude, mais on est déjà donc dans une forme de réplicabilité à grande échelle sur l'ensemble des chantiers de Seine-Saint-Denis Habitat. Et on le voit que sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, que d'autres maîtres d'ouvrage également s'engagent dans ce type de démarche. Et donc on se dit que finalement, qu'on était pionnier en 2015, aujourd'hui on est entraîné par une chaîne d'acteurs qui en tout cas va tous dans le même sens. Merci beaucoup Lucas pour ces informations et ces détails sur ce projet, ces expérimentations et même au-delà. On vous souhaite beaucoup de succès encore dans ces projets-là. Merci beaucoup. Merci. Alors nous passons à notre séquence suivante, chrono en main, puisque tour à tour des entreprises, start-up, associations vont venir nous présenter leurs projets, en lien bien sûr avec le secteur du bâtiment et de la construction, le tout en 5 minutes chrono. Alors je vous rappelle ces témoignages, ils s'inscrivent dans le cadre de la semaine des achats socialement et écologiquement responsables qui a lieu en ce moment dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire. Alors je propose qu'on passe tout de suite à la première expérience, la première présentation qui va être faite par Rémi Bastien. Vous êtes président d'Enogrid, bienvenue. Bonjour, je vous invite à vous installer. Vous avez 5 minutes pour nous expliquer votre projet et ce que fait Enogrid. On vous écoute. Bonjour à tous, je suis Rémi Bastien, cofondateur d'Enogrid. Enogrid, on est une start-up spécialisée dans les communautés d'énergie et dans les circuits courts d'électricité. Par exemple, à Paris, on a travaillé avec le bailleur, la RIVP, pour utiliser une centrale photovoltaïque de 8000 m² installée sur un immeuble pour entreprise, pour venir alimenter directement les parties communes de 8 bâtiments résidentiels avoisinants. Et grâce à ça, c'est maintenant 20% de ces consommations qui sont couvertes par de l'électricité verte et locale. Et si ce modèle est rendu possible, c'est grâce à l'autoconsommation collective. Alors c'est quoi l'autoconsommation collective? Éclairez-nous sur cette nouvelle... Bien sûr. Alors déjà, pour faire un rappel vraiment général, l'autoconsommation, c'est le fait de consommer l'électricité que l'on produit soi-même. Et on parle d'autoconsommation collective quand on va associer un ou plusieurs producteurs avec un ou plusieurs consommateurs finaux d'électricité, tous proches géographiquement. Et c'est là que c'est vraiment un modèle intéressant et très inclusif parce que tout le monde peut y participer, qu'on soit propriétaire ou locataire, qu'on soit public ou privé, entreprise ou particulier. Le but, c'est vraiment de créer une communauté autour d'un objectif commun qui est de consommer de l'électricité locale et durable. D'accord. Et comment ça se passe? Comment on met ça en place? Alors, pour mettre ça en place, il faut déjà rassembler l'ensemble des participants dans ce qu'on appelle une personne morale organisatrice qui va avoir pour rôle de gérer cette opération. Et ensuite, on a une première partie qui est habituelle, celle d'installer les moyens de production. Et nous, là où Enogrid, on intervient, c'est qu'on va aider le porteur de projet à en fait, mettre en place son opération. On va l'aider à repérer qui va être producteur, qui va être consommateur, à mettre en place cette personne morale organisatrice, à faire toutes les démarches qu'il y a besoin de faire pour
permettre au projet de démarrer. Et ensuite, une fois que le projet a démarré, on a créé une plateforme logicielle, donc qu'on développe en interne chez vous, qui est vraiment un outil d'innovation, enfin quelque chose d'innovant parce qu'il n'existait rien avant, et qui permet au projet de se gérer très simplement avec un outil totalement clé en main. Et alors, quel est le rôle des collectivités là-dedans? Est-ce qu'elles peuvent aider à pousser ce type de projet? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, l'autoconsommation collective, on en est vraiment au départ parce que c'est un modèle qui est très nouveau, qui arrive en 2018, donc le temps que ça s'implémente. Et les collectivités, avec les bailleurs sociaux, ont vraiment été prescripteurs là-dessus. D'ailleurs, aujourd'hui, je crois que c'est à peu près la moitié des projets qui sont portés par des collectivités. Et de là, il y a deux types de projets. On va avoir des collectivités qui vont faire des autoconsommations collectives qu'on appelle patrimoniales, c'est-à-dire qui vont produire de l'électricité sur un de leurs bâtiments et se le partager avec d'autres bâtiments publics avoisinants. Et aussi, on peut avoir des projets d'autoconsommation collective qu'on va appeler ouverts, où là, la collectivité va décider d'impliquer plus fortement ses citoyens, alors que ce soit des particuliers ou des professionnels, et en fait de les intégrer dans l'opération, à la fois comme consommateurs ou comme producteurs, avec vraiment une logique de créer une communauté d'énergie à l'échelle d'un quartier, sur un territoire. Et est-ce qu'on baisse les charges? Parce que ça concerne le portefeuille de tout le monde. Bien sûr. Alors, chez les bailleurs sociaux, le but, c'est vraiment ça, c'est de baisser les charges. Le bailleur va mettre à disposition l'électricité à ses locataires, à la fois sur les parties communes pour baisser les charges des parties communes, mais également la grande nouveauté sur les parties privatives. Donc, on va avoir une baisse de la facture d'électricité pour les consommateurs. Ensuite, il y a plusieurs modèles possibles dans l'autoconsommation collective. Le producteur peut faire le choix soit de vendre l'électricité au consommateur, soit de la partager ou soit de la donner. Donc ça dépend vraiment du modèle économique du projet et de l'objectif qui est donné à l'opération d'autoconsommation collective. Et vous avez dit tout à l'heure que ça crée une communauté d'habitants, enfin de personnes qui se partagent cette énergie, mais est-ce qu'ils peuvent faire d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres initiatives qui peuvent être lancées en commun du coup? Oui, en fait, nous, on voit que l'autoconsommation collective, quand on a un projet où on associe des gens directement à l'échelle locale, c'est une première brique. En fait, c'est un premier projet autour duquel les gens se rassemblent. Et après, ça crée des nouveaux liens sociaux. Et on voit après d'autres initiatives qui peuvent se mettre en place, comme sur des réflexions sur la réduction de consommation d'énergie, des potagers partagés. On peut aller vraiment un petit peu plus loin dans une logique de communauté, mais au bon sens du terme. Super, on passe de l'énergie au jardin potager partagé, c'est génial. Merci beaucoup. Merci Rémi Bastien pour cette présentation. Nous allons écouter un autre témoignage, puisque nous passons à la deuxième expérience, donc deuxième projet, qui est présenté par Cécile Villette, que j'accueille, présidente d'Altarode. Bonjour. Bonjour. Je vous propose de vous installer ici. Donc Altarode, qui est basée à Saint-Mandé, sur le territoire de Paris-Est, Marne et Bois. Je vous laisse la main, vous avez 5 minutes pour nous convaincre, en tout cas pour nous présenter votre projet. Donc, bonjour, moi c'est Cécile Villette, je suis cofondatrice d'Altarode. On est une entreprise innovante qui permet de mieux tracer les flux matières. Donc flux matières, on pense dans le BTP par exemple, les matériaux qu'on amène ou bien les déchets qu'on va emmener du site. Et le but, c'est d'avoir une vision complète de ce qu'on amène, d'où on l'amène, et puis une fois qu'on a des matériaux sur site, ce qu'on sort, où est-ce qu'on l'envoie et comment on le traite de bout en bout. Alors, ça sert à plusieurs types de personnes, parce que dans le BTP, en fait, il y a plein d'acteurs. Donc, il y a les donneurs d'ordre au départ, donc ça peut être une collectivité qui demande des travaux, ça peut être aussi bien sûr des gens qui sont privés, qui aménagent un territoire. Ensuite, on a la personne va gérer le chantier. Donc là, on est sur les entreprises qui font les travaux. Et puis, on a bien sûr les transporteurs qui vont transporter tous ces contenus. Et finalement aussi les sites de réception des déblais à la fin de la chaîne qui doivent pouvoir faire un retour aussi sur la qualité de ce qu'ils ont reçu. Donc nous, on fait une nouvelle manière. C'est une plateforme qui va mettre en relation tous ces acteurs de manière facile. Parce que bien sûr, tout le monde a envie de faire de la traçabilité, tout le monde a envie d'être vertueux, mais il faut que ce soit pratique parce qu'en fait, on voit bien qu'il y a tellement d'acteurs que si ça rajoute du papier, ça rajoute des étapes, ça devient trop compliqué quand on est déjà en plus dans des conditions hostiles du chantier où il pleut, où il y a des matières partout à gérer. Donc, il faut que ce soit facile. Et nous, on a vraiment conçu notre service pour que ce soit le plus facile possible. Et ce qu'on fait, en fait, ça fonctionne en 3 étapes. On a de la collecte d'infos sur le terrain. Donc ça peut être au travers de l'application sur son téléphone ou son iPad.
Ça peut être avec des caméras qu'on déploie ou des systèmes de capteurs. Donc, première étape, collecte d'informations. Deuxième étape, on va être sur du traitement. Donc là, nous, sur la plateforme, on consolide ces infos. Et puis, on va faire aussi des algorithmes de machine learning pour pouvoir prédire, envoyer des alertes, envoyer des rapports sur la performance du chantier et puis qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et enfin, bien sûr, on l'affiche sur une interface pour les utilisateurs. On peut s'intégrer avec les outils officiels, par exemple l'outil qui s'appelle maintenant Track Déchets, où on est obligé de déclarer les déchets dangereux. Donc on est vraiment là pour faciliter cette traçabilité et donner du contrôle à tous les acteurs de la chaîne pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions. Et en ce moment, on a des décisions gouvernementales. La loi évolue dans le sens de la traçabilité. Et on peut voir ça comme une opportunité. Bien sûr, c'est une contrainte, il faut changer de manière de faire, mais c'est aussi une opportunité. Ce qu'on a vu en le déployant sur les chantiers où on a déjà été utilisé, c'est qu'on arrive à amener, en plus de cette traçabilité, qui est finalement là réglementaire, on arrive aussi à améliorer les performances économiques du chantier et à réduire l'impact environnemental parce qu'on réduit des coûts de transport et du coup, s'il y a moins de camions, eh ben, ça fait moins de CO2 qui est émis. Si on arrive à réduire les engorgements sur les chantiers, c'est pareil, moins de temps d'attente, etc. Donc il y a des bénéfices à la fois d'efficacité, économique direct et puis des bénéfices environnementaux à mettre en place cette traçabilité. Et finalement, on peut le faire de manière simple. Donc c'est vraiment ça qu'on essaye de faire. Et pour les collectivités, ça représente un enjeu important ? Eh bien oui, justement parce que là, la loi a changé, donc les collectivités étaient toujours responsables de leurs déchets avant, mais là, le point, c'est qu'on leur dit il faut suivre jusqu'au bout et s'assurer que c'est bien traité sur toute la chaîne. Et là, il y a vraiment un enjeu et il faut avoir les moyens de contrôler et de laisser faire ces acteurs. Donc nous, on leur donne les moyens de s'équiper. Et ça, on l'a fait par exemple pour le département des Hauts-de-Seine, on l'a fait pour la Société du Grand Paris sur quasiment toutes les lignes du métro maintenant, et sur d'autres acteurs qui soient plus privés. Donc ça, on a pu le tester sur des grands et des petits chantiers. Et au début, on se disait qu'on allait équiper que les grands avec les capteurs. Et en fait, on se rend compte qu'on a trouvé des moyens de rendre les choses pratiques, même pour les très petits chantiers qui durent moins d'une semaine. Et donc, c'est utilisable maintenant en quelques clics par les petits chantiers. Super, merci beaucoup. Merci Cécile pour toutes ces informations. Donc le chantier en quelques clics, on se débarrasse de ces déchets. C'est assez formidable d'entendre ça. Merci beaucoup. Merci. À vous. Alors, pour une prochaine initiative, je vais accueillir Julien Richardson. Vous êtes directeur de l'atelier Extramuros. Installez-vous. Vous êtes situé à Gennevilliers, sur le territoire boucle nord de Seine. Alors, même exercice. En une phrase, Atelier Extramuros, c'est un atelier de création et de fabrication de mobilier à partir de bois récupérés et revalorisés et à destination des entreprises. Et puis, c'est aussi une entreprise d'insertion. Donc, on est dans le secteur de l'ameublement, de l'upcycling et de l'insertion. Et pour bien comprendre le projet, il faut revenir à l'origine. Donc, je suis directeur depuis 7 ans, mais la structure existe depuis 14 ans maintenant. Elle est née d'une rencontre entre 3 personnes, d'abord 2 artistes qui se rencontrent par hasard à Clichy, une sortie d'école. Elles font 2 constats, c'est qu'elles ont le même mode de création, c'est-à-dire que toutes les 2, elles créent des œuvres, des objets à partir de déchets et de matériaux récupérés. Et puis le deuxième constat que vous avez peut-être fait de votre côté aussi, c'est qu'elles voient très régulièrement sur les trottoirs de Paris ou de Clichy des quantités de matière, souvent du bois, sur les trottoirs qui s'apprêtent à être jetés, détruits. Et c'est quelque chose qui les bouleverse profondément. Elles ont une grande sensibilité écologique. Elles se disent qu'il faut faire quelque chose. Et puis la troisième personne dans le projet s'appelle Jean-François Conant. C'est notre président actuel. Et lui, c'est un grand militant de l'insertion par le travail depuis 20 ans, 30 ans peut-être. Je ne voudrais pas le vieillir si jamais il me regarde. Et donc c'est vraiment la rencontre de ces 3 personnes avec des convictions propres et super fortes autour de la création, de l'écologie et de l'insertion du social, du solidaire, qui va donner naissance à une idée qui était de créer une structure qui allait permettre de créer des objets à partir de déchets, de matériaux récupérés, et puis de se servir de cette production pour mener à bien une mission d'insertion.
Et voilà, donc si je fais un grand bond 14 ans plus tard, ce qu'on est aujourd'hui, donc ce que je disais, donc atelier de création et de fabrication, donc on a complètement intégré le design, et c'est une notion très importante chez nous. C'est important que nos meubles soient beaux, originaux, de création et de fabrication. On a notre atelier de menuiserie, donc vous le disiez à Gennevilliers, avec 2 menuisiers encadrants et puis 5 menuisiers en parcours d'insertion. Donc on est vraiment dans cette notion du retour à l'emploi, mais sur un métier très à la fois complexe et valorisant, et un petit peu original, parce qu'un métier de menuisier, mais à partir de bois de réemploi. Et puis donc création-fabrication à partir de bois récupéré. Donc on s'est installé à Gennevilliers, et plus précisément sur un centre de tri Veolia. Donc sans faire offense à Veolia, ce n'est pas l'endroit le plus sexy au monde, mais c'est très pratique. On est à 50 mètres d'un gisement de matière quasiment illimité, et donc on va collecter 1, 2, 3 fois par semaine la matière qui va servir à nos productions, donc les déchets de bois, qui après un petit peu de travail seront intégrés dans notre production. Donc voilà pour ce qu'on fait. Et puis notre clientèle, elle est plutôt typée entreprise, en tout cas professionnelle, et donc on va toucher aussi bien de la grande entreprise type L'Oréal, Veolia, Vinci, Airbus, que des hôpitaux, des universités ou des plus petites structures type PME, quels qu'en soient les domaines. Donc voilà, et c'est en train de s'accélérer un petit peu. Alors vous avez été pionnier, hein, vous parlez de 14 ans, mais j'imagine que maintenant le marché change un petit peu, il y a de plus en plus de personnes et d'entreprises qui se lancent dans ce domaine. Vous avez des concurrents, comment ça se passe? Oui, alors là, vous avez raison, la demande s'accélère un peu, et sur mes premières années, moi je racontais volontiers que mon rêve c'était d'avoir des concurrents, on était un petit peu seuls, et c'est en train de se réaliser, c'est très bon signe, ça veut dire que le marché qu'on avait imaginé finalement se met à exister, et donc on est content de voir apparaître d'autres acteurs, on n'en parle pas comme des concurrents, et puis on va même un peu plus loin parce que c'est plus jeunes structures que nous, notamment à l'aide de l'éco-organisme Valdelia, on va vraiment les accompagner pour qu'elles progressent plus vite, qu'elles ne font pas toutes les erreurs qu'on a eu l'occasion de faire en 14 ans, et puis que ce secteur de l'upcycling dans le mobilier se développe le plus vite et le mieux possible. Avec toujours un design de qualité. Avec toujours un design de qualité, une grosse lutte contre les a priori qui pouvait y avoir sur la récup et l'insertion, donc d'avoir des meubles qui soient beaux, fonctionnels, bien fabriqués et bien finis. Ben merci beaucoup, merci pour cette présentation synthétique, même un peu moins de 5 minutes, c'est parfait. Merci beaucoup, c'était très détaillé et très précis. Merci. Merci. Et je vais accueillir le dernier témoignage. On est avec Mohamed Amaoui. Vous êtes président fondateur de Réavi. Bonjour. Je vous propose de vous installer là pour changer, ou si vous pouvez vous mettre là, c'est très bien. Alors, donc vous êtes président fondateur de Réavi et c'est à vous pour 5 minutes. C'est par ici qu'il faut convaincre. Bonjour, donc Mohamed Amaoui, Réavi. Réavi est né d'un constat que j'ai pu faire sur les chantiers en tant que conducteur de travaux chez le groupe Eiffage. Quotidiennement, des matériaux, des équipements étaient systématiquement jetés et mis en benne dans le cadre de ces travaux. Et pourtant, ces matériaux présentaient quand même un potentiel de réemploi, d'utilisation. Et pour moi, ça n'avait pas du tout de sens. Donc il fallait faire quelque chose pour changer cette systématisation de la mise en déchet, quelle que soit la qualité du matériau. Et né Réavi en 2017, avec cette idée de trouver une autre démarche pour traiter ces matériaux qui pouvaient continuer à servir et en même temps limiter ce volume important de déchets qui était produit dans le bâtiment. Avec ces problématiques aussi de place limitée dans les chantiers, il fallait aussi trouver une autre manière de les sortir du chantier et est né ce concept de plateforme solidaire qu'on a imaginé. Donc en avril 2017, on a imaginé avec Eiffage sur le chantier de l'école centrale la première plateforme où nous allions expérimenter ce principe de déconstruire différemment, donc méthodiquement, pour emmener sur une plateforme pour pouvoir reconditionner, réparer et proposer la seconde vie de ces matériaux à différentes structures, partenaires et particuliers, associations. Ce concept-là a permis de se développer grâce à des partenaires publics comme la région et l'ADEME. Et aujourd'hui, il y a 3 plateformes à Antony, à Paris et à La Courneuve. Des plateformes qui permettent aujourd'hui de stocker, trier, reconditionner et proposer au réemploi ces matériaux
Et c'est ce qui permet effectivement d'avoir une autre manière de déconstruire ces matériaux qui habituellement étaient jetés. Donc maintenant, il y a une nouvelle manière de réfléchir à la déconstruction avec les diagnostics ressources, la dépose méthodique et l'évacuation vers les plateformes de réemploi. Alors ça, c'est un aspect, mais vous avez aussi un autre aspect qui est l'aspect social, puisque vous employez des personnes qui sont éloignées de l'emploi pour tout ça ? Tout à fait. C'est vraiment le deuxième aspect important pour Rehavi. Dès le départ, on a décidé de former des personnes éloignées de l'emploi parce qu'on pense que ces plateformes doivent permettre le développement économique local en intégrant toutes ces personnes qui sont éloignées de l'emploi pour monter en compétences et se former à ces futurs métiers de l'économie circulaire et qui sont accessibles à ces personnes qui sont sans diplôme ou avec des accidents de la vie pour apprendre à diagnostiquer des matériaux qui ont un potentiel de réemploi, à les déposer proprement, à les conditionner, à les trier, à les réparer, à les nettoyer. Ça permet aussi d'apprendre à vendre. C'est aussi des métiers de logistique, de transport. Donc il y a une multiplicité de métiers qui s'offrent à toutes ces personnes qui sont dans l'emploi. Donc Rehavi, dès le départ, a décidé d'être dans l'insertion. Et aujourd'hui, Rehavi est agréé insertion par les services de l'État dans le département 92, 75 et 93. Et alors, est-ce qu'il y a des freins particuliers à votre activité ? Alors, il y a beaucoup de freins. Comme toute innovation et toute nouveauté, il y a beaucoup de freins. Alors, rapidement, c'est des freins principalement réglementaires, d'ordre assurantiel. Aujourd'hui, on ne peut pas promettre le réemploi garanti pour des chantiers de construction. On est sur de l'expérimentation. Il y a aussi des freins psychologiques. Pour certaines personnes, réemployer un WC, c'est pas possible, alors que finalement le WC, quand il passe dans un centre de reconditionnement dans la plateforme, il est presque aussi neuf parce qu'il a été désinfecté, la céramique est nickel. Il y a des freins liés au foncier. Aujourd'hui, pour pouvoir faire cette activité-là, il faut beaucoup de place. Et le foncier en Ile-de-France notamment est un gros problème et qui peut freiner s'il n'y a pas une vraie volonté politique d'accompagner le développement de ces plateformes. Parce que des perspectives, il y en a. Et vos perspectives de développement ? Justement, donc si on a cette possibilité foncière, c'est ce que propose notamment Pleine Commune avec le métabolisme urbain et qui a permis le développement de la plateforme de la Courneuve de Rehavi. On va pouvoir aller sur la professionnalisation de la filière avec son développement, sa duplication. Il y a aussi des perspectives de digitalisation. Ce qu'on disait tout à l'heure, tout ce qui est amélioration d'un point de vue réglementaire pour pouvoir certifier, tracer les matériaux issus du réemploi, pour pouvoir les faire valider par des contrôleurs techniques, permettre aux assureurs, par le biais de règles professionnelles qui peuvent être mises en place pour des matériaux de réemploi, donc va pouvoir permettre d'imaginer le changement d'échelle et l'industrialisation de la filière de réemploi. Super, merci beaucoup Mohamed. Merci beaucoup. On vous souhaite justement de passer à cette échelle, de continuer encore ce projet. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous nos intervenants. Nous arrivons à la fin de notre séquence Territoire en transition consacrée à la construction. J'espère que ces initiatives présentées aujourd'hui vous auront inspiré et qu'elles vous auront donné envie de vous lancer. Le Grand Paris circulaire continue. Vous allez pouvoir suivre une conférence sur la construction circulaire dans le Grand Paris et une visite virtuelle d'un atelier de réemploi de matériaux de BTP. On se retrouve quant à nous demain à la même heure pour la suite de nos échanges sur les territoires en transition. Nous parlerons cette fois-ci de la fameuse loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire, la loi AGEC. Bonne conférence et bonne journée.